C'est l'heure de l'invité de la rédaction. Bienvenue à tous. Et aujourd'hui, nous revenons sur la reprise des pourparlers interlibyens. Le deuxième round s'est ouvert vendredi soir à Bosneka entre les délégations du Haut Conseil d'État et de la Chambre des représentants. Il s'agit d'une étape supplémentaire dans la série de discussions entre les deux parties. Une étape destinée à donner un nouvel élan aux efforts et aux initiatives visant à trouver une solution politique à la crise libyenne. Hôte de ces réunions depuis plusieurs années maintenant, le Maroc joue un rôle très particulier dans ce processus politique d'envergure pour faire taire les armes définitivement dans ce pays ruiné. C'est le journaliste et l'analyste politique Naïm Kamel que j'ai le plaisir de recevoir pour en parler aujourd'hui. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, les séances du deuxième round de dialogue interlybyen ont repris depuis vendredi soir à Bosneka entre la délégation du Haut Conseil d'État libyen, présidée par Fawzi El Agab, et celle de la Chambre des représentants libyenne, présidée par Youssef El Akouri. Un premier mot, peut-être, Naïm Kamel, sur l'importance, l'urgence même, de trouver une solution politique dans ce pays où les armes ont bien du mal à se taire. Écoutez, vous l'avez dit, il y a une urgence et on est toujours, cependant on est toujours dans la suite de l'accord de Skhirat de décembre 2015. On assiste à une nouvelle prise de confiance chez les Libyens que les répercussions dangereuses de ce conflit et de cette crise et de la division politique menace l'avenir de la Libye, voire même son existence. Il faut dire que le Libyen de la rue, depuis pratiquement 10 ans, est face au délabrement des institutions de l'État. Il a perdu toute confiance dans les rôles des institutions, qu'ils soient législatifs ou exécutifs ou de contrôle. Depuis 10 ans, il ne voit rien venir. Et en plus de tout cela, il y a des interventions étrangères, mais également des bandes locales qui sévissent et qui viennent miner l'avenir de la Libye et mener peut-être la Libye telle qu'on l'a connue il y a une dizaine d'années encore. Alors on va revenir sur ce point des interventions étrangères, effectivement, un point très important. Mais avant cela, on revient sur ce deuxième round qui intervient près d'un mois après un premier round ayant réuni les deux parties. C'était du 6 au 10 septembre dernier, toujours à Bosneka. Et il a abouti à un accord global sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté. C'est un point névralgique du dialogue ? C'est même vital, c'est même l'objectif et la raison d'être de ces rencontres. Vous savez, dans un premier temps, dans ce que j'appellerais Bosneka 1, qui s'est tenu du 6 au 10 décembre dernier, il avait pour but de maintenir le cessez-le-feu et d'ouvrir des négociations entre les différents protagonistes. Il a abouti à un accord global sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté, pour la gestion, on va dire pour la gestion du pays. Bosneka 2 et la rencontre qui a commencé vendredi dernier, elle consiste à poursuivre ce dialogue, affiner les décisions, les mettre en œuvre et trouver les moyens de sortir du bourbier actuel. Il ne faut pas croire que la résolution de la crise libyenne va se faire d'un simple tour de main. Il suffit d'exprimer une volonté et que ça va se faire. On n'a pas malheureusement la lampe magique d'Aladin. Il suffit de rappeler que... Oui, je vous en prie. Allez-y. Il suffit de rappeler, par exemple, que Skhirat date déjà de 2015.
Et là, on est encore à discuter pratiquement de la même chose, c'est-à-dire de cette façon de mécanismes pour gérer convenablement le pays, parce que entre 2015 et aujourd'hui, des mains étrangères sont mêlées et ils ont jeté de l'huile sur le feu. On va y revenir à ces interventions étrangères. Avant, j'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on parle du rôle constructif et actif du Maroc dans la facilitation de ce dialogue libyen qui a été largement salué par les capitales occidentales et arabes et par plusieurs organisations internationales et régionales. Qu'est-ce qui fait du Maroc un médiateur privilégié dans ce conflit si particulier? Écoutez, je vais vous le dire et sans sourire. C'est d'abord la philanthropie politique du Maroc. Le Maroc est dans ce conflit, comme dans bien d'autres, est un pays désintéressé. Et il y a aussi la modération de sa politique extérieure à l'égard de tout ce qui est conflictuel. Le Maroc, par essence, j'allais dire, par raison même d'existence, s'éloigne de tout ce qui est conflictuel. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est le conflit du Sahara. Il dure depuis 40 ans et il a connu des tensions extrêmes par moment. Et si ces tensions extrêmes ne se sont pas transformées en quelque chose d'irrémédiable, c'est justement en raison de la patience de la diplomatie marocaine et de la sagesse des souverains marocains, que ce soit Feu Hassan II, que ce soit l'actuel souverain, le roi Mohamed VI. Donc il y a cette façon d'éviter toujours l'irrémédiable. Le pire. Un Maroc désintéressé, donc. Je vais juste vous rappeler qu'il y a un ouvrage sur le roi Hassan II qui parle le Maroc ou Hassan II et la pondération, le génie de la pondération. Un Maroc désintéressé, donc. Un Maroc désintéressé, c'est pour ça que ça fait de lui un médiateur privilégié. Un mot sur ces interventions étrangères. À présent, justement, qui a été remis à l'ordre du jour par le chef du gouvernement marocain à l'ONU, justement. Oui, les interventions étrangères, on les connaît, tout le monde les connaît, on n'a pas besoin de les nommer peut-être ici. Il y a plusieurs puissances qui mettent leur grain, qui apportent leur plus à l'attention, à des fins très, très égoïste. On a même vu des petits États, peut-être sans doute riches, mais de petits États tout de même jouer aux puissances pour satisfaire leur ego, ou peut-être aussi pour satisfaire quelques intérêts autres et des alliances autres. Vous savez, pour comprendre un peu ce qui se passe dans cette région, il suffit de voir et de revenir à la Méditerranée orientale et essayer d'analyser le conflit qui oppose sur la prospection pétrolière en Méditerranée orientale la Turquie et la Grèce, la Turquie et l'Union européenne. Donc nous sommes dans une configuration qui est vraiment plus proche de la chaudière que de la sérénité et du calme. Donc, merci infiniment, Narim Kamel. Merci infiniment. Ce sera votre dernier mot. Merci pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes journaliste, mais aussi analyste politique. C'était l'invité de la rédaction. À très bientôt.